Bonjour, bonjour à vous mes étoiles. Ce matin, je vous reviens avec une vidéo qui va parler des pervers narcissiques ou des personnes toxiques en tant que conjoint ou conjointe, relation toxique. J'en avais déjà parlé l'année dernière. J'avais fait une série de 3 vidéos là-dessus. Et donc, j'ai eu des commentaires et puis des messages de certaines personnes qui m'avaient suivi et qui étaient plutôt contents du contenu et qui m'ont demandé récemment de leur demander comment détecter un conjoint ou une conjointe pervers narcissique. D'accord? À l'époque, l'année dernière, j'avais fait ces vidéos. C'était intitulé Comment contourner ou comment contourner ou détourner un pervers narcissique. Comment voilà s'en sortir quand on vient avec un pervers narcissique, quoi. Comment s'affirmer soi-même et puis voilà se faire euh, voilà en tout cas comment détourner, contourner un pervers narcissique. Et là, on me demande comment détecter, comment savoir, d'accord, en tout début de relation, ou bien comment faire pour ne pas tomber dans ces pièges de se mettre avec un pervers narcissique. Et donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo, peut-être pas trop longue, mais je vais pas m'étaler à nouveau sur ce que j'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, vous pouvez repartir voir mes anciennes vidéos là-dessus. Et donc aujourd'hui, je vais juste donner quelques points, voilà, de, pour détecter voilà, que telle personne va être toxique. Même si elle n'est pas encore toxique, parce que c'est des gens qui savent bien jouer leur rôle. Au départ, ils sont très doux même. Ils vont, voilà, je commence déjà à donner les caractéristiques, hein. C'est des personnes plus douces même que normales, mais qui vont cacher les... C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un au départ qui vous aborde, qui vous drague, qui ça, mais et après la drague, vous êtes déjà dans une relation, mais qui n'est pas vraie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis n'est pas vrai? C'est-à-dire, il ne vous montre que ses bons côtés. C'est déjà un petit tic parce que on est tous, euh, je ne vais pas dire qu'on est tous bons et mauvais, mais on a tous nos défauts. Voilà. Si vous avez quelqu'un au départ pour qui vous ne voyez aucun défaut, je dis bien aucun, c'est problématique. Ça veut dire qu'il les cache. Et s'il les cache, ça veut dire qu'il a une raison de les cacher. C'est-à-dire qu'il fait exprès de les cacher pour que vous ne voyez pas qui il est. Et si vous n'arrivez pas à voir clairement qui quelqu'un est, ne vous engagez pas avec lui. C'est-à-dire vous devez le voir dans tous ses états. Vous devez le voir en colère. Comment est-ce qu'il manifeste sa colère? Parce que c'est très important pour le pervers narcissique, hein. Le jour où vous allez le voir en colère, il ressemble vraiment à un monstre. C'est-à-dire c'est vraiment l'image des monstres dans les films d'horreur, quoi. Ah oui, parce qu'il va pas se montrer en colère devant vous, hein, quand c'est la période de draguer, mais vraiment, poussez-le, faites en sorte qu'il se mette en colère et voyez comment il gère ça. Ça va être un premier tic. Deuxièmement, il va vous mentir, c'est sûr, parce que c'est leur première arme, hein. Les pervers narcissiques, c'est le mensonge. C'est-à-dire qu'ils sont experts dans ça. Ils respirent le mensonge, ils mangent le mensonge, ils dorment le mensonge. Et ils sont très stratèges à planifier, à faire en sorte que leurs mensonges ne se croisent pas, ne se dénoncent pas entre eux. C'est-à-dire, le mensonge qui vous donne le mois passé, par exemple, il va tout faire pour que vous ne vous rendiez pas, que ce mensonge-là ne dénonce pas son nouveau mensonge, ou comment on dit ça, ne fasse pas éclater la nouvelle histoire qu'il raconte. Donc, ça va toujours s'enchaîner par rapport à ce qu'il a dit la dernière fois. Il va toujours trouver une astuce pour rebondir par rapport à ce qu'il a déjà dit comme mensonge pour donner un nouveau mensonge. Et ça fait qu'il est dans un cercle de mensonges. Ça va toujours être ça, ça va toujours être ça. Et même quand vous l'attrapez, et même quand vous lui dites, ah non, tu m'avais dit ça et pourtant maintenant je vois que c'est pas ça, il va vous dire, ah mais c'est de ta faute. Tu vois, si je suis comme ça, si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, c'est parce que toi, tu avais aussi, voilà, c'est ça. C'est un peu ça le cycle. Le cycle, ça va toujours être ça. Une fois que vous le démasquez, il va vous dire c'est de votre faute à vous.
Une fois que vous lui dites, mais tu avais dit ça, pourquoi tu n'as pas fait ça? Ah non, c'est parce que c'est toi qui m'as fait changer d'avis, c'est toi qui m'a poussé à... Parce que voilà, j'ai vu que si je fais ça, toi tu allais dire ça, comme tu avais fait ci, tu avais fait ça, la fois dernière, c'est à cause de toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est toi qui avais fait, tu as oublié. Il y a ça aussi. Ils vous font croire que vous êtes malade de la tête, que vous êtes folle, vous avez oublié de voilà, tu avais dit ça, mais tu as oublié. Voilà, donc vous avez toujours cette impression que, mais j'ai jamais dit ça. Il va vous dire, non, tu avais dit. Tu te rappelles pas, parce que tu es de mauvaise foi. Voilà, mais tu avais dit ça. Ah oui. Mais vous avez toujours l'impression que, mais il faut que je me fasse moi-même enregistrer quand je lui parle. Parce que il me dit que j'ai dit des trucs que j'ai jamais dit. Donc, c'est ça, en fait. Il va vous faire passer pour la malade mentale, c'est vous la folle, c'est vous le fou. Si c'est une dame qui est pervers narcissique, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Donc, si c'est une dame, elle va vous faire vous passer pour le fou. Vous êtes tout le temps en train de vous justifier, tout le temps en train d'expliquer. Voilà, il n'en a rien à foutre, hein, mais il met la faute sur vous pour que vous soyez tout le temps en train de penser que c'est vous la faute, c'est vous qui êtes fautif, c'est vous qui faites mal, c'est vous qui n'êtes pas assez bon, c'est vous qui n'êtes pas assez si. Voilà, il y a aussi ça. Et puis après, il y aura des critiques. Il y aura des... Ce ne sera même pas des critiques, ce sera genre... moi, je te dis ça parce que c'est pour t'aider, hein. Voilà, vraiment, tu fais pas assez bien la cuisine. Tu fais pas assez bien, tu sais pas faire, écrire des lettres de ceci, par exemple, tu sais pas, ton travail peut-être de comptabilité n'est pas assez bien fait. Il y aura des petites critiques comme ça pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas à son niveau, quoi. Voilà, tout simplement, c'est lui le roi du monde. Vous savez pas faire ci. Parfois, par exemple, vous faites la cuisine, tout le monde adore votre cuisine, tout le monde aime. Par, et lorsqu'il sait justement que vous êtes bonne dans quelque chose, il va vous dire que c'est pas bon. Lui, il aime pas. Bon, tout le monde aime ta cuisine, mais moi, j'aime pas trop parce que ça manque ci, ça manque ça. Ouais, j'ai pas mangé. Moi, quand je grandissais, j'ai pas mangé comme ci, comme ça. Voilà, ça va toujours être ça. Vous dénigrer, vous dégrader, vous faire perdre confiance. Parce qu'une fois que vous perdez confiance, vous êtes à sa merci. C'est ça. Il va tout faire pour. Il va tout faire pour. Même quand vous serez maman, admettons que vous avez des enfants, ça va toujours être, oh, les autres mamans, elles font ces autres mamans, elles font ça, toi tu fais pas assez, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. C'est toujours pour vous casser, toujours pour vous dénigrer. Voilà, parce qu'il est là pour ça. Mais il est là pour ça parce que vous devez vous réveiller. Il joue son rôle en fait. Ça, j'entre dans un autre thème là, mais il n'est pas là par hasard. C'est pour que vous preniez confiance en vous et que vous vous déterminiez, que vous vous affirmiez, que vous croyez en vous, que vous puissiez sortir de ce cocon de peur-là, parce qu'il est là pour vous effrayer. Et quand vous allez arriver au fond du fond, parce que vous allez arriver au fond du fond en vivant avec lui, parce qu'il va pas vous lâcher aussi, hein, c'est ce genre de relation qui est collée à vous, hein. Il vous dénigre, il vous déteste, il vous critique, mais il vous lâche pas. Vous voulez partir, il vous dit non, 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 ça va s'arranger, hein, je vais changer. Quand vous voyez que, quand vous avez déjà commencé à découvrir, oh non, je vois que vraiment toi et moi, ça ne peut pas aller parce que tout le temps tu mens, tout le temps tu te comportes comme si, tout le temps tu as cette attitude-là qui, moi, ne me convient pas. Je pense qu'on ne peut pas fonctionner ensemble, on va se séparer. Ah non, hein. Ah non, il va tout faire, hein. Il va vous donner le cadeau le plus... il va mettre les moyens, hein, pour vous garder, hein. C'est ça que je ne comprends pas. Il ne veut pas de vous. Bon, voilà, il vous casse, mais il vous garde. Mais pour que vous soyez toujours à sa merci. Il continue de vous écraser. Et parce que vous, le fait que vous souffrez, lui, ça lui donne de la jouissance, en fait. Il jouit quand il vous voit souffrir. C'est ça le pervers narcissique. C'est ça la personne toxique. Il est content de vous voir souffrir. Voilà. C'est ça qui le nourrit. C'est ça qui lui donne encore plus de... Voilà, qui le nourrit parce que lui, c'est des personnes qui sont, je ne vais pas dire dans les ténèbres, mais elles sont sombres. C'est la vérité. Elles sont sombres, elles ont besoin de lumière aussi. C'est des personnes qui souffrent aussi, hein. Mais donc, dans c'est comme des vampires qui ont besoin de sang pour se nourrir. Voilà, les toxiques, les narcissiques ont besoin de votre souffrance, de vos larmes. Ils aiment vous voir pleurer, ils aiment vous voir triste. C'est pour ça que je dis souvent, ne leur donnez pas ce... Quand vous avez compris que c'est comme ça, vous ne pleurez même plus devant eux. C'est ça, c'est au début, quand vous n'avez pas encore compris. Oh, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as dit ça? Après, quand vous avez compris, quand vous avez pris, vous êtes devenu forte. Vous ne pleurez plus devant eux. Vous avez compris le jeu. Voilà, ça glisse maintenant, c'est cool.
Quand il dit ça, vous savez qu'il pense ça. Il pense autre chose. Il ne dit pas ce qu'il pense. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, comment donc, une autre caractéristique, c'est que quand vous lui parlez de vos sentiments, de vos émotions, de ce que, même de vos passions, de votre mission de vie, il va tout de suite vous critiquer. Il va pas, il va dire, oh, même quand il va vous voir manifester vos émotions, ah, tu pleures trop, tu es trop sensible, ah non, voilà, pour lui, vous n'êtes pas quelqu'un de, voilà, de bien. Vous voulez aider les gens, il va vous dire, non, 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 c'est pas fait pour toi, ça, voilà. Il a vu la vie en vous, il a vu l'amour que vous avez, et comme lui, il n'est pas amour, il sait pas aimer, il ne sait pas donner de l'amour, il ne sait pas comment ça se passe, il ne veut pas en donner d'abord parce que c'est des gens très très égoïstes, premièrement, c'est l'une des... Je ne dis pas que tous les égoïstes sont narcissiques, hein, mais je dis tous les narcissiques sont égoïstes, ça c'est sûr. Ils n'en veulent que pour eux, vous devez être là que pour lui, voilà, il y a ça aussi. Si c'est quelqu'un qui vous coupe de tous vos amis, de toute votre famille, de tout le monde, il vous coupe, je dis bien couper, hein. C'est-à-dire, quand vous avez l'appel de votre ami, ou votre famille, ou votre quoi, du coup, son visage se ferme. Pour rien. Il ne veut pas que vous restiez en contact régulier avec les gens qui vous apportent la force, qui vous donnent la force. Parce que votre famille, ça vous donne la force. Vos amis vous donnent voilà, de la vigueur, de la joie, de l'enthousiasme quand vous parlez avec eux. Et lui, ça le dérange. Oui, si vous avez une amie qui vous aide, qui vous conseille, qui vous fortifie de temps en temps, lui, il va pas être content que cet ami-là vienne à la maison, par exemple, que cet ami-là continue de parler avec vous, que cet ami-là continue de vous amener, par exemple, à des sorties, machin. Il va tout couper. Il va vous dire, tu choisis, c'est soit tes amis, soit moi. Soit c'est ta famille, soit c'est moi. Mais comme vous êtes en ce moment-là faible, c'est pour ça, vous êtes dépendante affective. Vous, vous avez besoin de quelqu'un pour vous accrocher. Ah oui, oui, si je ne l'ai plus dans ma vie, je suis perdue. S'il s'en va, s'il me laisse, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que vous êtes vous-même affaibli. Spirituellement, vous êtes faible. Émotionnellement, vous êtes faible. Même physiquement, vous avez besoin de... Voilà. Vous ne croyez pas en vous. Vous n'êtes pas accompli, vous, en tant que personne, homme ou femme. Quand on est dépendant affectif, on a des manques, on a des blessures à guérir, on a des manques. C'est-à-dire, peut-être on peut avoir la blessure du rejet. Voilà, on a peur que, voilà, déjà toute ma vie, déjà mon premier homme m'a rejeté, le deuxième, si celui-ci aussi me rejette, ah, moi j'ai été rejetée comment on dit, dans ma profession ou dans ma famille, j'ai toujours été quelqu'un de rejeté, voilà, lui au moins je dois m'accrocher à lui, quoi, parce que vraiment, j'ai pas envie de revivre encore la souffrance que j'ai vécue avec tel autre, avec ma mère, avec mon père, avec mes frères, voilà, vous êtes dans ça. Et c'est la peur. C'est la peur qui vous fait rester. La peur de l'inconnu, la peur de revivre les blessures, la peur de revivre la souffrance, la peur de revivre le rejet. Oui, tel fiancé m'a rejeté. 2, 3, le troisième, le quatrième, lui au moins, non, même s'il me traite mal, je vais rester là. Voilà, c'est ça. Même s'il me fait pleurer tous les jours, je vais rester là. Mais c'est ça. Donc vous êtes prisonnier de... C'est vous qui avez choisi la prison, hein, mais vous êtes prisonnier quand même. Donc vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans cette relation-là. Donc ça va être quelqu'un qui va vous critiquer dès que vous lui parlez de vos passions, de vos plans, de vos projets. C'est ridicule ça, qu'est-ce que tu as envie de faire là? Il va vous dire ça, vraiment, voilà, dénigrement total. Et c'est ça, c'est un des signes aussi pour détecter. Et donc, et l'autre signe aussi, c'est que vous avez l'impression que si vous ne faites rien pour lui, il ne vous aime pas. Vous devez toujours performer. Vous devez toujours faire quelque chose. Si vous ne lui faites pas à manger, il ne vous fait pas des bisous. Il ne vous parle pas bien. Si vous ne mettez pas son repas à table à 12 heures, oh, le monde va... C'est la catastrophe, quoi. Ah non, 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 non. Il oublie qu'il vous aime, hein. Il oublie que vous êtes son amoureuse, hein. Il oublie... Non, 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 non. C'est grave, oh, voilà. Il n'y en a que pour lui. Il n'y en a que pour lui. Il n'y en a que pour lui. C'est un enfant, quoi. Voilà.
Vous avez l'impression d'avoir un enfant devant vous, qui va avoir peut-être 40, 50, 30, 20 ans, mais c'est comme si vous avez un enfant de quoi? De 3 ans devant vous, de 4 ans. Si vous ne lui donnez pas ce qu'il veut, il n'y a pas de manifestation d'amour. Donc l'amour dépend de ce que vous faites pour lui. Ah, ça ne devrait pas être ça. L'amour, c'est un sentiment. Voilà, je t'aime, tu m'aimes quoi? On s'aime. Je ne suis pas ton esclave, tu n'es pas mon maître. Une fois qu'il y a une relation d'esclave et maître, ce n'est plus de l'amour. Donc, si vous constatez que cette personne-là, c'est que quand vous lui faites à manger qu'il est content, quand vous repassez ses habits qu'il est content, c'est que quand vous faites quelque chose qu'il veut que vous fassiez, qu'il vous aime, qu'il vous manifeste de l'amour, et quand vous ne le faites pas, il n'y en a pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de geste tendre, rien. Il n'y a pas de mots doux, rien. C'est un signe que c'est un manipulateur qui a des tendances narcissiques, quoi. Qui a des tendances à être narcissique. Donc, faites attention. Si vous ne le faites pas, il ne vous aimera pas. Est-ce qu'il vous aimera? Posez-vous cette question. Est-ce qu'il vous aimera toujours si vous ne faites pas ce qu'il veut que ce qu'il vous demande de faire? Essayez de ne pas faire, vous allez voir. Ouais, vous allez voir sa colère, vous allez voir son autre facette qu'il cache tant. D'accord? Une autre caractéristique, pardon, c'est que lorsque il dit, par exemple, que vous êtes incompétente dans tel ou tel domaine, ça peut être même sexuel, hein, même au lit, il va vous dire, tu vaux rien au lit. Juste pour vous casser. Hein. Mais il ne vous laisse pas, hein, il ne vous laisse pas. Il ne vous divorce pas, il ne vous laisse pas. Mais tous les jours, il est en train de vous... Juste pour que votre morale soit au plus bas. Au plus bas. Tu ne sais à rien. Peut-être tu ne peux pas faire... Vous voulez faire un commerce ou une entreprise, il vous dit non, tu n'as pas la carrure, tu n'as pas la... Voilà. Et quand il vous dit ces choses-là, vous finissez par les croire. Une fois que vous commencez à croire, une fois que vous commencez à penser vraiment que je suis vraiment ce qu'il a dit, vous commencez à penser que vous êtes vraiment incompétente parce que lui, il a dit. C'est pas parce que les autres ont dit, hein. Les autres, peut-être avec d'autres garçons, avec d'autres hommes, vous étiez compétente au lit. Ils vous disaient, ils étaient fiers de vos prouesses au lit. Mais lui, il vous dit que vous n'êtes pas bonne au lit. Il vous dit que vous n'êtes pas assez bonne pour travailler dans tel domaine, pour faire tel projet. Or, les autres vous voient vos compétences. C'est ça le truc. C'est ça. Et une fois qu'il est en présence de ceux qui voient vos compétences, il est très mal. Il ne veut pas rester là. Il vous dit non, allons-y, allons-y. Il ne veut pas que vous restiez avec des gens qui vous valorisent. Parce qu'il sait que ces gens-là vont faire le contraire de ce que lui fait. Ils vont vous valoriser et vous allez reprendre confiance en vous. Donc, les autres vous valorisent, mais lui, il ne vous valorise pas. Et quand vous commencez à penser vraiment que, vraiment, c'est sûr que comme il dit, je ne peux pas vraiment faire ça comme il a dit. C'est déjà un signe que là, vous êtes en train de basculer dans la manipulation. Vous êtes en train de basculer, vous êtes en train de, voilà, de le nourrir, de tomber dans son piège. C'est un signe. Juste parce qu'il a dit, je commence à penser que je ne suis pas assez compétente pour tel projet, pour faire telle chose, telle mission, telle passion que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de faire, parce qu'il a dit que je ne dois pas le faire. Moi aussi, je commence à croire que réellement, ah non, je ne vais pas le faire. Non, non, je ne vais pas le faire parce que il doit avoir raison. Il doit avoir raison. Non, non. C'est pas quelqu'un de dicter votre vie. Je suis désolée. C'est ça. Et nous, beaucoup, surtout en Afrique, on nous a... Je ne dis pas que vous devez être une femme rebelle par rapport à votre mari, hein. Ah non. Ah non. Mais on nous a fait comprendre que c'est le mari qui décide de tout. Il décide, c'est lui le père de famille, d'accord? Voilà. Mais vous devez vivre. Si vous êtes dans un mariage où vous ne vivez pas, vous n'arrivez pas à faire ce que vous aimez faire, ce que vous voulez faire, surtout que ce que vous voulez faire n'est pas contre lui, quoi. C'est ça. Je ne vous dis pas d'aller faire un truc contre lui, contre votre famille, contre non. Ce que vous voulez faire, c'est pour vous, votre propre bien-être. Et s'il vous aime, normalement, il devrait être celui qui vous encourage même, voilà, qui est content, qui vous aide même à faire ça. Mais au contraire, vous avez l'impression de vous battre contre un ennemi. Vous avancez, il vous fait reculer. Vous mettez un pion, il le fait repousser le pion de deux, voilà, 2 fois en arrière.
Et quand vous arrivez à ce point-là, où vous avez l'impression que vous êtes avec un adversaire dans la maison, vous êtes avec un... Voilà, ça doit vous tiquer, ça doit vous attirer votre attention. D'accord? Ça, c'est aussi une des caractéristiques. Une autre caractéristique également, de détecter ou de reconnaître que vous êtes en présence d'un toxique, c'est que vous vous rendez compte que vous lui donnez trop de votre temps. Vous mettez trop de temps et il n'est jamais reconnaissant. Comme je vous ai dit, c'est des enfants. Hein. Voilà, ils ont pas une déformation psychologique, mais ils ont vraiment il y a un problème dans le niveau, dans la psychologie, dans leur psychologie qui fait que ils sont restés à penser qu'on doit satisfaire leurs besoins comme des enfants. Toujours. 24/24, c'est que vous êtes comme sa maman, quoi. Et vous vous rendez compte que, en fait, vous donnez tout votre temps à cette relation-là. Et même, il n'est pas content. Hein. D'autres même pas. Au moins, même vos enfants, à vous-même, quand vous leur donnez du temps quand même, après, ils vous disent, maman, voilà, merci maman, t'es gentille, t'es la maman la plus merveilleuse du monde. Et voilà. Lui, il n'est pas là. Il vous dit même pas ça. Il vous reconnaît même pas que voilà, que vous fatiguez pour lui, quoi. Vous mettez tout votre temps et vous commencez à culpabiliser. Quand vous commencez à culpabiliser, que mais franchement, le temps que je mets pour essayer de plaire à ce gars, ou le temps que je mets pour essayer de plaire à cette fille, pour essayer de faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle me dit de faire, mais ce temps-là, je pouvais le mettre à profit, à autre chose. Ah oui, quand vous commencez à penser, à réfléchir, vous dites, mais j'ai passé tout le temps à aller faire peut-être faire ci, faire ça. J'ai annulé mes propres rendez-vous, j'ai annulé mes propres affaires, j'ai annulé mes propres, je sais pas moi, j'ai délaissé ma famille, j'ai délaissé même parfois mes enfants parce que je voulais faire ce qu'ils veulent, j'ai délaissé mes propres projets, mes propres passions, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour faire tout ce qu'il a voulu pendant X années. Mais ce temps-là, si j'avais commencé mon projet, ah ben je serais... Ouf. Ah, quand on se rend compte de ça, c'est qu'on est déjà tombé dans le piège, mais au moins, on se réveille. Voilà, il faut en sortir. Il faut en sortir. En sortir, ça n'est pas forcément divorcer. Hein. C'est commencer à dire, ah non, je pense à moi maintenant. Ah non, je commence mon projet. Il n'est jamais trop tard. Quel que soit l'âge. Je commence ce que j'ai voulu faire depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Je le commence aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui, je mets sur place la planification qu'il faut. Voilà. Même si je n'ai pas encore les ressources, même si je n'ai pas encore peut-être tout ce qu'il faut, je commence avec ce que j'ai dans la tête. Le moral, le mental, je le mets au beau fixe pour commencer ce que j'ai à faire pour moi. D'accord? Et c'est ça. Dès que vous commencez à réfléchir comme ça, vous êtes déjà sur le chemin de la sortie. Ça veut dire que vous commencez à être consciente. Vous avez déjà détecté que, ah, vraiment, ce monsieur, il m'a pris trop de temps. Cette dame, elle m'a pris tout mon temps. Ouais, j'ai consacré, voilà. Je pouvais faire autre chose avec ça. Je pouvais commencer mon orphelinat. Je pouvais commencer ma mission de vie. Je pouvais commencer mon entreprise, mon projet, voilà. Je pouvais faire autre chose, tout en m'occupant de lui, mais faire autre chose. J'ai mis beaucoup trop de temps. Et ça n'a pas donné grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a évolué dans la relation. On est toujours au même niveau. Il est toujours en train de se plaindre, en train de dire que je ne l'aime pas assez, je ne fais pas assez, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Donc, à un moment donné, on change. On change d'algorithme, on change de système, on change je sais pas moi, de programmation. On fait autre chose pour nous, pour soi, pour reprendre ses forces. Je reprends des forces pour me lancer moi, pour vivre moi, pour briller moi, pour m'allumer parce que je suis éteinte. Il y a ça aussi, il y a cette sensation-là. Vous êtes dans la relation, mais vous vous sentez éteinte. Vous sentez que vous ne vivez pas. Vous ne vibrez pas. Vous ne vibrez pas. Vous ne vivez pas. Vous êtes comme dans un oiseau. Moi, je dis souvent, comme un oiseau dans une cage. La cage, elle peut être dorée.
Les gens, ils peuvent vous envier même. Hein. Ah oui, dans votre relation. Ah oui, elle a de la chance. Il a de la chance. Il a une bonne femme. Il est si. Mais ils ne vivent pas ce que cette femme vous fait vivre dans la maison. Ils ne vivent pas ce que cet homme vous fait vivre dans la maison. Ils ne vivent pas. Ils ne sont pas là. Quand ils vous cassent moralement, quand ils vous insultent, quand ils vous dénigrent, quand ils insultent toute votre famille. Juste pour vous montrer que vous n'êtes rien, vous venez de nulle part. Donc, à un moment donné, vous êtes peut-être dans une cage dorée, qui de l'extérieur, elle est très jolie, en or, peut-être la cage, mais c'est une cage, c'est une prison. Quelle que soit la forme, quelle que soit la beauté de la cage ou de la prison, ça demeure une prison, c'est-à-dire qu'il vous empêche de voler. Et vous êtes né avec des ailes. Ah oui, vous êtes des aigles, vous devez voler. Ça ne sert à rien d'avoir des ailes si on doit rester dans la cage comme ça, toujours là, dans la cage. On a envie de sortir, mais si je sors, j'ai trop peur. Si je vais, je suis pas safe. J'ai pas encore. Je vais attendre l'année prochaine pour pouvoir voler de mes ailes. Et mes ailes ne sont pas encore bien développées. Et pourtant, les ailes, elles sont là depuis longtemps, prêtes à voler. Et donc, vous voyez que ça, c'est du gaspillage de potentiel. Et ça me fait mal. Vous ne pouvez pas savoir comment j'ai mal quand le potentiel est dormant, mort, passif, inutilisé, quoi. Franchement, c'est... Pauvre Dieu, il a mis en vous tout ça pour que ça reste dans la cage. Excusez-moi, aujourd'hui, je suis un peu... Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Je ne sais pas combien de caractéristiques j'ai donné là pour pouvoir détecter que vous n'êtes pas là où vous devez être. Ou bien vous êtes là où vous devez être, mais vous devez changer de comportement, quoi. Voilà, changer de programmation très, très vite. Voilà, vous êtes là pour quelque chose, que ce soit une femme, un homme, une mère. Voilà, déjà, éduquer vos enfants, c'est déjà une mission. Et ce n'est que le début, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, que de rester dans la cage. Essayez de sortir un peu. La cage vous empêche vous n'êtes pas libre. Quand on n'est pas libre, on n'est pas libre. On a beau avoir tout ce qu'on a. Si on n'est pas libre, on n'est pas libre, quoi. Voilà. Vaut mieux la liberté que voilà, rester là comme ça. Et donc, tout ça doit vous amener à vous poser des questions. Tout ça, tous ces comportements-là, toutes ces attitudes-là, voilà. 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 Est-ce que c'est quoi? Et vous devez être une personne sûre de vous. Vous devez être amené à être une personne sûre de vous. Comme je dis, le pervers narcissique ou la pervers narcissique qui est dans votre vie vient pour vous amener à devenir quelqu'un de sûr de vous, à devenir quelqu'un de confiant, à devenir quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de complet. Voilà, quelqu'un qui s'affirme, à développer votre potentiel, à manifester. Parce que quand vous allez arriver au fond du trou, de la dépression, de toutes ces souffrances-là, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez déployer les ailes pour voler maintenant. Parce que vous n'en pourrez plus. Il y a un niveau, tout le monde a son seuil de saturation. Tout le monde, je dis bien tout le monde. Vous arrivez à un niveau où vous dites stop. Même pour votre propre survie, pour votre santé, parce que ça va amener la maladie, hein, ça va vous amener beaucoup de troubles physiques de vivre comme ça. À un moment donné, même pour vous, pour votre propre santé, physique, mentale surtout, parce qu'à un moment donné, vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous devenez folle ou fou, pour vous sauver, parce que chacun de nous a cette capacité de survie, vous allez rebondir. Et là, même le pervers narcissique à côté de vous ne pourra plus vous arrêter. Ce sera fini. Je vous dis. Et lui-même, il va voir. Elle-même, elle va voir que ce n'est plus la même chose. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider, tous ces petits conseils-là, comme ça. Voilà. Et puis, posez-vous des questions. Regardez votre couple. Essayez de sortir un peu et regardez-vous comment vous êtes tous les jours, tous les mois, énergiquement. Est-ce que, objectivement, vous matchez? Vous entendez? Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problèmes dans les couples. Il y a toujours des problèmes. Mais est-ce que lorsque vous regardez votre couple de loin, qu'est-ce qu'il vous représente? Voilà, objectivement, quoi. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez mettre les limites pour protéger vos besoins, votre temps?
C'est votre temps, vous en avez besoin pour votre mission, pour votre propre compétence, pour vos propres, pour vous épanouir. Vous avez besoin de temps pour manifester vos dons. Parce que vous en avez tous, nous tous on en a. Vous avez besoin de temps pour vous concentrer sur vous. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez créer des limites pour pouvoir trouver du temps, pour protéger votre temps, votre énergie, votre lumière, votre étoile. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était un peu tout pour aujourd'hui. En espérant que je vous ai donné quelques clés qui pourront voilà, vous aider à ne pas tomber dans le piège des sombres. Allez, bisous. Salut à vous.